soir, dans Allume la télé, nous aurons le plaisir d'accueillir le docteur Kani Diallo, spécialiste en biologie moléculaire, avec qui nous discuterons de méningite. Ensuite, nous recevrons Ruth Alabé, la mini-justicière des fautes, experte en rédaction web. Nous vous présenterons également les sujets les plus consultés du net en Côte d'Ivoire grâce à notre radar du web et nous survolerons l'actualité avec l'info qui allume. Ne manquez pas non plus notre zapping des émissions qui vous proposera une revue des médias. Alors, détendez-vous avec Fatim Camara. Bonsoir à tous, c'est toujours un gros plaisir de vous retrouver en fin de journée comme ça pour allumer la télé ensemble et passer de très bons moments de télévision ensemble, surtout quand on a des invités qui nous apportent beaucoup, qui nous enrichissent en termes d'instruction. Aujourd'hui par exemple, le thème c'est la santé, vous l'avez compris, avec le docteur Diallo qui est biochimiste et qui sera notre premier invité. Le temps de recevoir également notre deuxième invité. Moi je vous propose de démarrer cette soirée en légèreté avec toucher beaucoup d'émotions. C'est toujours avec Marie-Jo. C'est parti avec l'orchestre symphonique d'Allume la télé. Mais le véritable n'est pas à la portée de tous. Si on m'avait prédit que je trouverais aussi ce langage, j'avoue, j'aurais pas cru, mon doudou. Viens dans mes bras, bébé, c'est toi et moi, bébé. Depuis que j'ai vu ton écran, j'ai senti que c'est toi, oui, j'ai senti que c'est toi. Viens dans mes bras, bébé, c'est toi et moi, bébé. Depuis que j'ai vu ton écran, là, j'ai senti que c'est toi, oui, j'ai senti que c'est toi. Aïe, je suis touchée. Je suis touchée. Aïe, je suis touchée. Je suis touchée. Baby, no you. Parmi ton doute, no you. J'ai cherché loin ce qui était tout près de moi. Tu m'as fait oublier toutes les peines de mon passé. Bébé, ma pointure, c'est toi. Tu es le soleil de ma vie. Tu m'as fait oublier toutes les peines de mon passé. Bébé, c'est toi, l'amour de ma vie. Tu m'as fait oublier toutes les peines de mon passé. Tu as gommé tous les goumins, tous les goumins de ma vie. Aïe, je suis touchée. Je suis touchée. Aïe, je suis touchée. Je suis touchée. Viens dans mes bras.
sur le titre Touché, avec toujours autant d'émotion et de douceur, accompagné de l'orchestre symphonique d'Allume la télé. Je vous propose maintenant de faire un tour de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Voici l'info qui allume. En Côte d'Ivoire, à la suite de la proclamation des résultats du double scrutin des élections des conseillers régionaux et municipaux qui s'est tenu le 2 septembre dernier sur toute l'étendue du territoire ivoirien, la commission électorale indépendante annonce dans un communiqué que les délibérations se poursuivent dans la commune de Kouibli et dans la région du Guémon. Écoutons un extrait du communiqué lu ce matin par Maître Yapobi Keti Yolande, porte-parole adjointe de la CEI. Réunie en Assemblée générale le 6 septembre 2023, la Commission centrale de la CEI a fait le constat de l'impossibilité de déceler la volonté des électeurs dans ces circonscriptions au regard des violences survenues lors du dépouillement. En effet, en ce qui concerne l'élection régionale, si le vote s'est déroulé convenablement dans les départements de Diékoué, Bangolo et Fakobli, dans la région du Guémon, il n'en fut pas de même pour le département de Kouibli. Ces élections, il faut le rappeler, sont un bon test en prélude au présidentiel à venir en 2025. Au Gabon, le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a désigné ce jeudi même Raymond Ndong Sima en tant que Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, ont rapporté des médias locaux et internationaux citant une déclaration officielle à la télévision d'État dont on écoute cet extrait. Le présent décret, pris en application de la charte de la transition, porte nomination du Premier ministre, chef du gouvernement de la transition. Article 2. Est nommé Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Monsieur Raymond Ndong Sima. C'est bien noté, chef. Les dynasties existent encore et pour preuve, les Swatini, c'est un pays d'Afrique australe qui a célébré hier, mercredi, ses 55 ans d'indépendance. Le pays a aussi célébré son monarque, le roi Mswati III, au stade Mbabane, une double célébration à laquelle ont pris part l'ancien président du Botswana, le Sud-Africain Jacob Zuma et le roi du Lesotho. Voici un extrait du mot du roi à l'occasion de cette double célébration. En pareille occasion, nous ne pouvons pas ignorer les luttes de pouvoir qui se déroulent en Afrique, en particulier dans la partie nord, où il y a des luttes intestines. Cela va à l'encontre de l'esprit de paix de l'Afrique, car cela fait dérailler l'élaboration de programmes tels que le libre-échange africain. La paix doit être une priorité. Et comme complément d'information, on peut dire que ce roi Mswati III est actuellement l'un des dirigeants avec le règne le plus long au monde. Donc arrêtez d'en vouloir à monsieur Paul Biya, d'accord? On va partir maintenant pour le tour de la blogosphère ivoirienne. C'est parti pour le radar du web. Alors, numéro 5, un retour d'expérience qui dégoûte, ça se passe sur Facebook. Un internaute a partagé sur le réseau social son repas acheté avec une restauratrice. La raison, il aurait découvert dans la sauce, tenez-vous bien, un préservatif avec 800 716 interactions. Les images ont choqué les internautes. De nombreux célibataires ont décidé de rapidement se marier pour éviter de telles mauvaises surprises. En numéro 4, Lady Ponce, l'artiste chanteuse camerounaise, ne serait plus un cœur à prendre, à en croire les vidéos et images d'elle qui circulent sur la toile en tenue de mariée. Si le visage de l'heureux époux n'a pas encore été dévoilé, certains internautes prennent la bonne nouvelle avec des pincettes, soulignant qu'il pourrait s'agir une nouvelle fois du tournage d'un clip. On en a eu l'habitude avec Vital. 843 002 interactions sur ce sujet. Numéro 3, Lolo Beauté, Tiesco le Sultan. La saga continue. Les amoureux d'hier se sont lancés dans une guerre digitale peu reluisante. Un clash à la vulgarité sans pareil qui éclabousse tristement des membres de leurs familles respectives. 967 002 interactions avec en majorité des vues.
Et en numéro 2, Cristiano Ronaldo. Les noms des 30 nommés à la prestigieuse distinction du Ballon d'Or 2023 ont été dévoilés hier mercredi et le Portugais n'y figure pas. L'information a suscité de vives tensions entre ses fans et ceux de son éternel rival Lionel Messi, suscitant 1 308 764 interactions ces 12 dernières heures. En numéro 1, les élections locales. Les résultats des élections régionales et municipales continuent de générer des réactions sur Facebook. Entre débats, railleries, analyses et contestations, 1 462 951 interactions. On part pour Instagram à présent. En numéro 3, c'est la star Fally Ipupa. Alors que l'artiste a porté plainte contre un journaliste pour diffamation, la presse se mobilise autour de Gauthier C., l'homme visé par la plainte. Les hommes de médias ont donné un ultimatum de 72 heures à l'artiste pour qu'il retire sa plainte, faute de quoi il sera opposé à toute la presse de son pays. Et puis en numéro 2, l'excellence à l'honneur. Prix d'excellence du meilleur élève au BEPC, Eva Assi Maïlis Akanda. Elle est devenue une vraie star sur le réseau social. Pour rappel, la jeune fille a obtenu à l'examen 329,46 points sur 360 avec une moyenne de 18,30 sur 20. Pour l'instant, nous, on est très concentrés sur « ont obtenu ». Numéro 1, le Ballon d'Or 2023. Tout comme sur Facebook, l'absence de CR7 parmi les nommés divise les internautes. On part sur Twitter à présent. Numéro 3, le phénomène Kadhafi, la consommation du Kadhafi, cette mixture de plusieurs comprimés associés à une boisson fortement alcoolisée fait en ce moment le buzz et bad buzz, on dira. Si la police a saisi une importante quantité de ces stupéfiants mercredi, le challenge appuyé par une chanson en l'honneur de cette drogue fait toujours un tabac sur les réseaux sociaux. En numéro 2, la cherté de la vie. Le prix d'une certaine marque de sac de riz de 25 kilos serait passé de 14 500 en moyenne à près de 19 000 francs CFA. Une hausse soudaine qui fait réagir de nombreux internautes et qui inquiète bien sûr les consommateurs ivoiriens. Et puis en numéro 1, les élections locales toujours, tout comme sur Facebook, l'actualité sur le réseau social tourne autour des élections. Et en insolite, pour terminer, il faut toujours prendre en compte le photographe pendant les cérémonies. Allume la télé, c'est toujours l'occasion d'apprendre surtout dans des secteurs bien précis et pointus comme le secteur de la santé. Et pour ce soir, on aura avec nous Dr Kani Diallo, biochimiste. Elle va s'installer maintenant sur notre plateau. Bonsoir docteur. Bonsoir. Bon, ça n'arrive pas souvent qu'on dise bonsoir docteur sans être en face de quelqu'un qui est en blouse blanche. Donc ça va, ça enlève un coup de pression. Je ne suis pas venue pour un diagnostic. Non, c'est ça. Mais on va quand même apprendre beaucoup de choses aujourd'hui sur la biochimie et en particulier sur la méningite. Exactement. Parce que vous êtes vous êtes biochimiste de formation et puis vous êtes spécialisé en biologie moléculaire appliquée aux maladies infectieuses. C'est ça, on appelle, elle a fait papier, long papier. C'est exactement ça. Alors, comment le choix déjà de faire de la médecine s'est décelé chez vous? Alors, je fais de la biologie de manière générale. J'ai grandi dans une famille avec un père qui est médecin, spécialiste de santé publique et qui travaille à l'UNICEF. Donc, j'ai baigné vraiment dans cet environnement-là de santé, de vaccination, de maladies. J'ai aussi habité dans des pays où la méningite, donc c'était un vrai problème de santé publique. Et donc, depuis longtemps, j'ai été confrontée à ces réalités-là. D'accord. Et ça m'a motivée, et ça a vraiment motivé mon cursus scolaire. Oui, ça c'est sûr. D'accord, oui. Dedans. Et pour devenir biochimiste, il faut combien d'années d'études, docteur Kani? Alors, en total, 8 ans. Une licence pendant 3 ans, ensuite une maîtrise pendant 2 ans. J'ai fait une pause pour travailler, donc j'ai quand même eu une pause pour réfléchir à si je voulais continuer ou pas, et puis une thèse pendant 3 ans.
D'accord, félicitations. Voilà. Merci. C'est un très beau parcours. Vous avez poursuivi donc une formation en Angleterre, à l'université d'Oxford, et puis 4 ans d'expérience professionnelle dans le monde de la recherche, en particulier au Mali. C'est ça. Alors, ce que vous avez observé là-bas, de façon générale déjà, dans le domaine médical, c'est quoi? Dans le domaine médical. Ce que vous avez observé comme généralité, généralement, quand les gens ils sont malades au Mali, ils sont malades de quoi? Bon, je pense que c'est un constat qui n'est pas seulement au Mali, hein, dans nos pays de manière générale de la sous-région. Zone tropicale. Voilà. Le premier réflexe n'est pas toujours d'aller vers le médecin. On cherche d'abord soit à régler la situation ou alors à avoir c'est-à-dire des plantes, de la médecine traditionnelle, qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Hein. Et donc souvent, les malades qui arrivent à l'hôpital viennent quand ils n'ont pas trouvé une autre solution. D'accord. Et la méningite, c'est quoi comme maladie? Alors la méningite, c'est une infection des membranes du cerveau. Et elle est causée par différents types de micro-organismes. Ça peut être des virus, ça peut être des bactéries, mais les plus dangereuses, c'est les méningites bactériennes. Et elles sont létales, ça veut dire qu'elles tuent une personne sur 10 dans le monde. Et lorsque les personnes survivent, il y a une personne sur 5 qui vivent avec des séquelles qui sont soit physiques, ça peut amener à des amputations, ou alors cognitives, donc perte d'audition, difficulté à apprendre à l'école, etc. Donc et c'est provoqué par soit des virus, soit des bactéries. On la chope comment, cette maladie? Comment on attrape cette maladie et comment on fait pour se protéger d'une telle pathologie? Alors, ce sont des bactéries, en fait, qu'on a dans la gorge et qu'on se transmet à travers le contact avec des écoulements, soit par la toux ou par la salive. Donc, un peu comme Covid. Voilà, ça se transmet comme ça, donc d'homme à homme. On ne l'attrape pas dehors ou avec des animaux. C'est vraiment une personne infectée qui va vous le transmettre. Voilà. D'accord. Et les moyens de prévention qu'on connaît. Bon, bien sûr, avec Covid, on a eu beaucoup de mesures de distanciation. Ça peut atténuer, mais la plus grande, disons, le meilleur moyen de prévention, ça reste la vaccination. Il y a des vaccins qui sont disponibles contre certaines bactéries. Et il y a beaucoup de recherches aussi qui se fait pour développer de nouveaux vaccins pour contenir cette maladie-là. Est-ce que c'est une maladie qui existe aussi dans les pays froids? C'est une maladie qui existe dans tous les pays quasiment. D'accord. Mais l'Afrique reste quand même l'Afrique subsaharienne reste une des zones les plus touchées. En raison du fait que ce soit chaud? En raison... Bon, on pense qu'il y a des facteurs climatiques, mais il y a aussi une tendance à avoir beaucoup de monde, c'est-à-dire vivre en communauté avec beaucoup de monde dans les maisons. Ça aussi, ça amène, c'est un facteur de risque. Les échanges aussi, donc il y a certaines habitudes qu'on a à la proximité qui peut disons, être des facteurs de risque. Voilà. D'accord. Et quels sont les traitements qui existent contre la méningite? Alors, le traitement contre les méningites bactériennes, parce que c'est ceux qu'on traite le plus souvent, ce sont les antibiotiques. Et ils sont efficaces encore. Et la vraie difficulté, c'est le diagnostic. Une fois qu'on sait que quelqu'un a la méningite, on a les moyens de le traiter, mais la difficulté, c'est de pouvoir déceler cette maladie-là parce que les symptômes sont vraiment similaires à d'autres maladies qu'on retrouve, comme le palu, les plus gros. C'est quoi les symptômes pour la méningite? C'est une fièvre très forte, à 39 degrés. Très forte fièvre. Voilà, très forte fièvre, des céphalées, des douleurs vraiment intenses. On appelle ça la photophobie, c'est-à-dire une difficulté à regarder les lumières. Et une autre caractéristique qui est assez commune, c'est la raideur de la nuque. Mais comme ce sont souvent des enfants ou des personnes d'un certain âge qui sont victimes de cette maladie-là, c'est pas évident parfois de faire le diagnostic. Dans l'intervalle, on l'attrape un peu moins. Je veux dire, quand on est entre l'étape de l'enfance et l'étape de la vieillesse, on est moins sujet à attraper une maladie comme ça? Disons qu'on peut avoir la bactérie, mais on développe
moins rapidement la maladie. Ok, voilà. Pourquoi? Parce que quand on est enfant, on est plus fragile. Oui, on a une immunité qui est plus forte. Fragile, d'accord, ok. Moi, je proposais qu'on regarde quand même une vidéo du docteur Kani où on vous voit dans votre élément, on va dire ça comme ça. On va découvrir un peu cette vidéo et puis on va se retrouver juste après pour continuer nos échanges. Je suis docteur Kani Diallo, chercheur affilié au Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire, basé à Abidjan. Je suis biochimiste de formation, avec une formation pratique en microbiologie et un doctorat en épidémiologie moléculaire. J'ai travaillé dans plusieurs pays de la sous-région, notamment au Mali et au Ghana, et la plupart des projets auxquels j'ai participé étaient dans le domaine de la méningite. Le projet Vivacpi a été développé par une équipe de chercheurs basée à Oxford et menée par professeur Martin Maiden et professeur Angela Bergerman. J'interviens dans le projet en tant qu'investigateur principal local en Côte d'Ivoire. Je coordonne les activités de l'équipe qui travaille sur le projet Vivacpi. Docteur Kani Diallo, dans votre élément passionné. Avec la blouse blanche. Avec la blouse qu'on n'a pas sur le plateau. Heureusement, personne n'est malade. C'est ça. Et vous étiez en train de nous dire comment on attrape la méningite. Il faut éviter en fait les contacts humains trop... Il faut éviter les contacts avec les sécrétions qui sont contaminées. Oui, si c'est possible, éviter de se tousser dessus, de partager des instruments qu'on met à la bouche, la brosse à dents. Mais je pense que le message clé, vraiment, c'est de se protéger en mettant à jour ces vaccins. D'accord. Voilà, et la vaccination contre la méningite, elle commence à partir de quel âge? Elle commence avec le programme élargi de vaccination. Donc, je pense que le premier vaccin, c'est à 1 an pour la méningite. Mais même avant ça, parce qu'il y a, je pense, à 3 mois déjà, on prend un vaccin contre une des bactéries qui cause la méningite. D'accord. Donc, oui, ça, c'est gratuit. Donc, ça, c'est déjà très bien pour les enfants. Okay. Ceux qu'on néglige souvent, c'est les personnes âgées qui n'ont pas accès à ces vaccins de manière gratuite. D'accord. Ça, c'est vraiment... Est-ce que ce sont des vaccins qui coûtent cher? Surtout à l'âge adulte? Ils sont pas donnés, en fait. D'accord. Quand on dit pas donné, c'est quoi la fourchette de prix? J'ai pas le prix exact local, mais c'est clairement plus de 10 000 francs, plus de 20 000? Oui, plus de 15 000 francs. D'accord. Donc forcément, en zone rurale. Pas à la portée de tous. OK, d'accord. Et de façon générale, lorsque vous avez affaire à un patient qui présente des symptômes, ou bien une fois que c'est diagnostiqué, est-ce que c'est un traitement qui est forcément traitement médical normal, ou bien il existe dans notre médecine traditionnelle des plantes, des choses qui peuvent permettre de traiter efficacement cette maladie? Alors, la méningite, c'est une urgence médicale. Dès que vous soupçonnez une méningite, il faut aller en milieu sanitaire. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des plantes qui pourraient avoir des effets sur la méningite. D'ailleurs, on essaye de mener des travaux là-dessus avec des étudiants pour pouvoir parler avec les tradipraticiens, voir ce qu'eux, ils proposent, mais surtout tester ces molécules-là en laboratoire pour vraiment savoir qu'est-ce qui fonctionne réellement ou pas. Voilà. D'accord. Pour ceux qui découvrent un peu votre univers médical, la recherche scientifique et tout ça, ça repose sur quoi? Alors, ça repose d'abord sur des hypothèses, la recherche. Hein. On a un problème et on a des hypothèses. On pose des hypothèses pour pouvoir résoudre ce problème-là. Et ensuite, on fait des expériences. Et donc, ça peut, dépendamment des domaines, le type d'expérience va changer. Moi, je suis très souvent au laboratoire. Je travaille avec des bactéries. J'essaye de savoir si elles vont survivre dans telle situation ou dans d'autres. Et puis, donc, on teste nos hypothèses. Elles sont souvent fausses, mais il suffit d'une très bonne hypothèse positive pour pouvoir avoir un résultat intéressant. D'accord. Voilà. Il y a eu des recherches récemment sur le VIH, sur le paludisme, l'évolution qu'on a de cette maladie qui est très répandue en zone tropicale, sur la Covid aussi, parce que les gens se sont posé la question comment ça se fait que les Africains n'aient pas été aussi touchés
qu'on s'y attendait, en fait. On se disait, non, quand ça va arriver ici, ça va être mortel, ça va décimer toute la population. Ouais. Et puis, finalement, on a été moins touchés que les populations européennes. Est-ce qu'il y a eu des thèses ou des résultats comme ça de nos laboratoires africains qui ont pu justifier ces résultats-là? Alors, il y a beaucoup de recherches qui se fait dans nos centres de recherche. Je vais parler pour le Centre suisse de recherche scientifique. Moi, je suis dans un groupe de recherche qui s'appelle Environnement et Santé. On a, je ne peux même pas compter le nombre d'étudiants, de master et de thèses. Moi, j'en ai 2 qui travaillent dans mon équipe. Et donc, il y a des résultats très intéressants qui sortent de nos centres de recherche, ça c'est sûr. Après, bon, il y a toujours cette difficulté au niveau des financements pour pouvoir rester compétitif et puis faire de la recherche de qualité internationale. Mais je pense que nos chercheurs africains se débattent très bien dans le monde de la recherche. Il y en a beaucoup des femmes dans ce domaine? Il y en a. De plus en plus, je pense. On a la chance que les pionnières avant nous ont fait un travail remarquable pour nous donner l'espace qu'on a. La difficulté, c'est peut-être en avançant, en progressant. Je pense qu'à mon niveau, il y en a un certain nombre. Au-dessus de nous, nos professeurs, il y en a peut-être un peu moins. Mais je pense que ça avance doucement. Ça avance bien. Ouais. D'accord. D'accord, docteur Kani, on va vous proposer de partir ensemble pour le zapping. Voilà, on va découvrir ensemble ce zapping concocté par l'équipe d'Allume la télé. Et puis, je vous retrouve juste après, le temps de recevoir notre deuxième invité. Vous tournez donc ces images le 6 avril 2017. On vous voit accoudé à une table de bistrot posée en plein milieu de l'A3. Résultat, 32 millions de vues sur YouTube pour la procureure. Vous avez voulu vous faire un coup de pub et le trouble à l'ordre public se poursuit car les images sont diffusées sur Internet et risquent de faire des émules. Vous dites quoi? J'ai fait une connerie? J'ai dit je fais une connerie, je l'assume et j'espère ne pas trop donner de mauvaises idées. Maquillée, Larissa sait le faire même avec des lunettes teintées car elle a le talent dans la peau. Elle s'applique minutieusement avec douceur et tout ça pour un résultat extraordinaire. Suzanne, viens. Regarde, il y a dans le miroir même. Dans le miroir même déjà. Il n'a regarde en vrai. C'est joli, c'est maquillé. C'est vrai, je suis belle. Larissa Kpangor, la Gaule est maquille. J'ai entendu parler d'elle, mais je n'avais pas son numéro. Aujourd'hui, là, je l'ai testé. Nous avons en tout cas apprécié la qualité de la course et nous sommes très satisfaits. Je pense que c'est un message fort. L'engouement de cette population qui a accompagné cette activité montre qu'il faut que nous soyons solidaires et soudés pour atteindre ensemble la reconquête de notre territoire. C'était à l'instant le zapping. Nous recevons tout de suite, sans plus tarder, notre deuxième invité de la soirée qui se bat contre les fautes. Ruth Alabé s'installe maintenant sur notre plateau. Bonsoir Ruth. Bonsoir Fatine. Comment ça va? Très bien, et vous? Bien, super. On est content de vous recevoir en tout cas. Moi également. Alors en face, vous avez docteur Kani Diallo qui se bat contre les maladies et contre la méningite. Et puis vous avez décidé de vous battre contre les fautes d'orthographe. Oui, on va le dire. C'est un peu moins grave quand même. on risque pas d'en mourir, mais ça dépend. C'est ça. Ouais, ça dépend. Alors, le combat, l'amour déjà pour la rédaction, il est venu d'où? Alors, il est venu de ce que mon père m'a inculqué. C'est vrai qu'il n'est plus là, mais je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il aurait été très fier de moi. Depuis ma tendre enfance, il m'apprenait vraiment à lire. On faisait beaucoup de dictées à la maison et je me souviens bien qu'une fois, on travaillait et on a fait une dictée où je n'ai pas réussi à trouver le mot « ennemi ». Mais j'ai réussi à trouver un mot qui était bien plus complexe. Et mon papa m'a dit, mais tu es très forte, ma fille, parce que tu n'as pas pu trouver ce petit mot, c'est vrai, mais tu as trouvé un mot là où je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu le trouves, en fait. Donc, j'ai petit à petit commencé à aimer les lettres et je m'adonnais assez à la lecture. Et votre père, il faisait quoi comme Il était pasteur aux Assemblées de Dieu. Ah bon? Et il était passionné de lettres? Passionné de lettres et d'enseignement également. D'accord. Je pense que je tire un peu ce côté de lui. D'accord. Et du coup, la littérature s'est imposée à Voilà, aimée. Et déjà, par la grâce de Dieu, j'étais très bonne également en français, dans les années lycée et même à l'université. Donc,
je me suis lancée dans ce domaine. On peut s'entendre, un tout petit peu quand même. Super. Alors Ruth a décidé donc de devenir community manager. Oui. Donc c'est des métiers qui sont très en vogue en ce moment parce que on sait que le digital a pris toute la place en matière de communication. On communique énormément sur le digital, effectivement. Alors, quand vous décidez donc de vous perfectionner dans la rédaction, ça a été quoi le chemin que vous avez suivi? Ok, donc c'était en 2021. En 2020, j'ai obtenu la licence en communication, marketing et publicité à l'université. Donc, je cherchais à m'orienter. Et là, je décide de me lancer dans le domaine de la web rédaction. Je n'avais aucune notion. Et il y a un ami qui m'a contacté, il m'a dit « Ruth, je sais que tu as les capacités qu'il faut pour me rédiger des articles, pour me rédiger des magazines numériques et tout, donc je te confie ce travail. » Je n'avais aucune expérience, mais j'y suis quand même allée à cause de l'amour de la lecture et de l'écriture. Donc là, je lui produis ces contenus et vraiment, l'ami, il est très bluffé. Il me dit « Mais Ruth, mais tu as une très belle plume. » Je dis « Ah bon ?» Il dit « Oui. » Donc c'est comme ça qu'il me paie la formation, pour que je suive la formation en web rédaction et je décide de me lancer comme ça dans le domaine de la web rédaction. Pour moi, en me lançant dans ce domaine, puisque c'est quelque chose de nouveau, comme on dit chez nous, ça n'a pas encore pris. Donc quand je vais mettre web rédactrice, les gens vont courir pour venir. Je publie, il n'y a pas de retour. Les gens ne me contactaient vraiment pas. Je me disais, bah, peut-être que c'est un métier qui ne me correspond pas. On appelle ça poteau. Poteau, dit bah poteau. Vraiment, au début, c'était très compliqué. D'accord. Donc, je publiais, j'appelais des personnes, mais j'arrive aux pages, je peux créer vos contenus, mais ça ne se faisait toujours pas. Donc, je réfléchissais un jour sur la toile, je surfais et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de fautes sur les réseaux. Et j'avais déjà remarqué cela à l'école. Nos professeurs à l'université se plaignaient toujours que sur 10 étudiants, il n'y avait que 3 qui arrivaient à écrire correctement. Donc, je me dis, tiens, Ruth, sois intelligente. Commence par proposer des services de correction. Et tu vas voir que petit à petit, tu vas avoir des personnes. Je suis la jambe à petite sœur. Ta petite sœur. C'est bien. Voilà. C'est très bien. Donc, c'est comme ça que je commence à créer des contenus instructifs sur mes pages Facebook, LinkedIn, Instagram. Vous pouvez faire un tour sur ma page Facebook, Ruth Alabé, rédactrice, ou sur LinkedIn, Ruth Alabé. Donc, c'est comme ça que petit à petit, je commence à faire de petites formations, de petites capsules vidéo, des contenus instructifs. Et figurez-vous que en juin 2022, j'avais 761 abonnés sur ma page Facebook. Mais jusqu'en septembre, je me retrouvais à plus de 5000 abonnés. Bravo. Sans avoir fait de boost. Bravo. Voilà, simplement parce que mes publications ont commencé à créer de l'engagement. Les gens commençaient à s'abonner, se disaient, mais vraiment ici, il y a de l'intérêt. Donc justement, c'est de là qu'est partie mon envie également d'être community manager, parce que sur les réseaux, on a besoin de créer des contenus engageants. Donc moi, je me suis dit, quand tu peux susciter l'intérêt des gens, ils vont forcément te suivre. Je n'ai pas eu à booster mes pages, tout est venu simplement parce que j'ai pu toucher là où il fallait en fait. Voilà. D'accord, donc comment est-ce qu'on réussit justement sur les réseaux sociaux à multiplier l'intérêt des internautes pour notre page ou pour le contenu qu'on propose? Ok, déjà vous avez dit tout à l'heure dans votre question qu'on le fait pour les internautes. Et donc ce qu'on écrit est destiné à ceux qui nous lisent. Il faut toujours se mettre dans la peau des gens. Parler de ce qui les intéresse. Si tu viens parler de ta vie, c'est vrai que c'est du storytelling, mais ça peut ne pas forcément les intéresser. Alors que quand je parle de quelque chose qui s'adapte à eux, ils se sentent toujours concernés. Il faut mettre beaucoup d'émotions dans ces tests. Et je suis en train de travailler également sur un ouvrage dont on parlera tout à l'heure, qui aborde également les questions d'intelligence émotionnelle. Voilà, donc il y a ce type de contenu-là qui est très engageant. Et à côté de cela, il faut être authentique. Très authentique, parce que vous rédigez en fonction de qui vous êtes et de ce que vous ressentez également. Donc, il faut pouvoir gérer ses émotions et écrire comme vous le sentez. C'est ce qui fait votre particularité. C'est ça. Est-ce que le docteur a une page publique sur les réseaux sociaux? Aussi de sensibiliser beaucoup sur les réseaux. C'est pas évident, comme elle dit, le contenu santé n'est pas forcément très attractif. Voilà, donc on essaye, mais on a une page pour notre projet qui est MEVACP parce que c'est un acronyme en anglais. D'accord. Et c'est un projet qui parle de quoi? C'est un projet qui parle de l'épidémiologie de la méningite, mais qui avait un gros volet sensibilisation. Donc ça nous a permis d'aller sur le terrain, de rencontrer tous les acteurs qui sont impliqués dans la surveillance de la méningite. Et on a pu déceler les vrais problèmes, disons, qu'ils pouvaient rencontrer au quotidien. Et on a profité pour créer du contenu qui pouvait les aider, en fait, dans leur travail, à faire comprendre ce qu'ils faisaient. Et donc, on a tout mis sur une page web d'abord,
Mais après, on a senti qu'il fallait créer des réseaux sociaux, des comptes réseaux sociaux. Donc, on a Twitter et Facebook. Avec, Instagram on n'a pas Instagram, encore, mais on pensait à TikTok récemment. On nous a dit que TikTok, avec des vidéos. C'était pas mal. Pas. Voilà. C'est vrai que... Donner des tips, surtout en matière de santé, ça peut être très intéressant, effectivement. Donc, en fait, les chercheurs s'y mettent à la communication. Et c'est pas évident, c'est pas de nature, enfin, c'est pas de notre nature, mais... Bien sûr, parce qu'à la base, c'est interdit, non, de faire... À la base, on nous a appris à l'école à être très protecteurs de nos résultats, mais maintenant, on nous dit de communiquer. On nous encourage à communiquer. Parce que je sais qu'avant, il y avait des interdictions, beaucoup de restrictions pour les docteurs, les pharmaciens, Maintenant, il faut communiquer, sinon tu n'existes pas. Tout à fait. Voilà. Tout Donc, à fait. on a une page, MeVACP, MEVACP. OK, MEVACP. Combien de followers déjà sur cette page? Pas beaucoup. Mais ça, je pense que ces derniers, parce qu'on a commencé juste déjà l'opportunité de venir en parler aujourd'hui, je pense que ça va aussi booster ces pages-là, j'espère. Et au niveau de nos institutions aussi, on a commencé à être un peu plus vocal parce que parfois même, nous-mêmes, on ne communique pas beaucoup là-dessus. C'est vrai. Voilà. Comment on vous retrouve sur les réseaux sociaux? Alors, moi, personnellement, Kani Diallo, mais oui, et la page c'est MEVACP. MEVACP, OK. Sur tous les réseaux sociaux, hein, sur Facebook, sur Twitter. Exactement. Okay. On n'est pas encore sur TikTok, mais bientôt. Bientôt, très bientôt sur TikTok. Voilà. On va avoir des challenges en médecine et tout. Alors Ruth, on revient à vous pour parler de vos publications, de ce qui vous intéresse. Généralement, qu'est-ce qu'on retrouve comme contenu sur les pages de Ruth Alabé? OK, à part les contenus instructifs dont je parlais tout à l'heure pour faire la différence entre certains mots, certaines expressions, comment s'exprimer en français, il y a aussi des contenus orientés jeunes et femmes, également pour les motiver à atteindre leurs objectifs, également pour ce qui concerne l'intelligence émotionnelle. Voilà, et les soft skills également, parce qu'aujourd'hui, ce sont des qualités qu'on recherche en entreprise et il faut vraiment que tout le monde ait des capacités qui pourraient leur permettre de booster leur créativité et être très compétitifs sur le marché. Donc, contenu instructif et contenu orienté femmes, orienté jeunes. OK. Et du coup, Ruth s'intéresse beaucoup à la visibilité des entreprises, des marques aussi, sur la toile, et puis à la e-réputation des personnalités publiques. On a reçu souvent des jeunes femmes qui faisaient ce métier de branding, management, brand, personality, tout ça. C'est des métiers aujourd'hui qui sont très prisés. Tout à fait. On retrouve beaucoup de jeunes femmes dedans. J'ai l'impression plus de jeunes femmes que d'hommes. C'est dû à quoi? Déjà, c'est un choix. On va dire que beaucoup de personnes s'orientent comme elles veulent. Mais nous, on fait ce choix déjà parce que ça nous plaît en tant que métier. On se sent à l'aise avec le digital. Et on veut surtout apporter quelque chose qui est une chose qui est particulière. Moi, j'y mets du mien et l'autre également main du sien. Donc, et on sait que les femmes sont beaucoup plus pointues en matière d'image. Voilà, en matière d'image, de la manière dont on se positionne et tout. Donc, peut-être que c'est certainement pour ça que c'est adapté aux femmes. Ouais, sinon, il y en a aussi des hommes qui le font, mais bon, très peu. Et Ruth Alabé a participé à un concours Miss 2.0. C'est quoi comme concours Miss 2.0? OK. Quand je parle de Miss 2.0, c'est beaucoup de souvenirs qui me viennent. L'année dernière, j'ai participé à ce concours-là qui met en avant l'intellect de la jeune fille, ses compétences digitales et son engagement social. Donc, ce sont des challenges qui se sont multipliés jusqu'à ce que nous arrivons en finale. Voilà, j'étais parmi les 10 finalistes par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Je n'ai pas été dans le trio, mais j'ai eu une très belle... Vous êtes arrivée finaliste, hein, oui, quand même, finaliste l'édition 2022, nommée, on a même été nommée ambassadrice de la promotion de la jeunesse pour l'année 2023 par le ministre ivoirien de la Jeunesse, Mamadou Touré. C'est exact. Donc, c'est pas rien. Félicitations. Merci beaucoup, Fatih. Beaucoup de travail quand même sur le terrain, travail acharné. Alors, on va parler aussi de l'actualité de Ruth, l'ouvrage Le chemin de la productivité. Le chemin de la productivité. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre? Très bien. Déjà, je veux spécifier quelque chose. Ce n'est pas la productivité en termes de revenus, en termes d'argent, c'est la productivité en termes d'intellect, de réflexion, de créativité. Comment est-ce qu'on arrive à être au top de sa réflexion? D'accord. En tant que créateur de contenu, on est souvent bloqué
parce qu'on passe par des périodes qui sont soit difficiles, on n'a pas vraiment le courage de créer des contenus engageants. Et moi, je regroupe dans ce livre-là des astuces qui pourraient nous permettre justement d'aller au bout de notre réflexion, d'être plus efficace, d'être plus créatif. On aborde les thèmes d'intelligence émotionnelle, comme je le disais tout à l'heure, des thèmes de personnalité publique, de confiance en soi. Voilà. Donc, la sortie du livre est prévue pour le 3 décembre. Le 3 décembre prochain. Pour l'instant, on a déjà fini d'écrire ou oui, bien c'est on est en précommande. D'accord, précommande. Il va sortir officiellement le 3 décembre. 3 décembre. Il sera disponible dans toutes les librairies. Tout à fait. On y travaille en ce moment. Et le 3 décembre, c'est mon anniversaire. Ah bon, on va essayer. En tout cas, moi, je vais essayer de ne pas oublier cette date. Il n'y a pas de problème. Le 3 décembre, la sortie du livre de Ruth Alabé. Ce livre s'appelle Le chemin de la productivité. Et puis, en même temps, ça sera l'anniversaire de la jeune dame. On va éviter quand même de lui poser la question sur l'âge. Mais je tâcherai de rappeler à l'équipe d'Allume la télé qu'ils ont un gâteau d'anniversaire à livrer. Super. Merci, Fatim. Je t'en prie. Alors, le thème aujourd'hui, c'était la mini-justicière des fautes. Ça veut dire que Ruth, elle a une propension particulière à combattre les fautes. Parce qu'on est passionné de littérature, de lettres, et que mademoiselle déteste les fautes. Alors, qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu traques toutes les fautes ou tous les textes qui passent devant toi ou bien... Comment ça se passe? Déjà, je crée les contenus qu'il faut. Je regarde l'actualité, je vois des mots qui sont un peu en vogue et j'essaie de faire des publications dessus. D'accord. La publication qui m'a boosté, c'est Grâce Matinée. Beaucoup de personnes pensaient qu'on écrivait Grâce Matinée avec G-R-A-C-E. Alors qu'on l'écrit avec G-R-A-2-S-E. Oui, donc là, les gens vraiment, mon Facebook a eu chaud ce jour-là. Mais c'est comme ça qu'on écrit, je l'ignorais. Donc déjà, je prends ces types de mots-là pour les publications. Et je regarde aussi dans les commentaires, dans les publications de certaines pages que j'approche en privé, bien sûr, pour ne pas vexer certaines personnes. Et je leur dis, mais ici, il y a des fautes. Et j'ai eu beaucoup de marchés comme ça aussi en le faisant, en entrant dans le PV des gens et en leur disant ici, c'est pas correct, voici la bonne expression ou voici la bonne manière d'écrire. Et après, on m'a contacté pour me dire, mais puisque tu le fais déjà, ça sera officiel, voilà, tu auras une prime, voilà, à la fin du mois, on travaille ensemble et c'est comme ça que tout part. Voilà. Je pense que je vais commencer à corriger aussi. Il y a l'argent dedans. Il y a l'argent dedans. D'accord. Ruth va nous donner les topos pour pouvoir avoir beaucoup plus d'argent. Ça ne suffit jamais. Oh. On va partir pour le bonus présenté, concocté par l'équipe d'Allume la télé, toujours. Et on se retrouve après pour conclure avec nos deux invités. Comment on appelle l'hymne national de la Côte d'Ivoire? Les habitants. Oui. National. Les habitants de Afrique. Oh! Alors tout de suite, j'aimerais vous proposer également de revenir rapidement avec Dr Diallo sur la sensibilisation contre la méningite. Qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui de ce plateau sur tout ce qui concerne la méningite et surtout ce qui concerne les astuces pour éviter d'être touché par cette maladie? Bon, déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que la méningite est une maladie qui est importante. Il ne faut pas la négliger. Et il faut se protéger. Et pour se protéger, il faut être vacciné. Ça, c'est la première des choses que je veux qu'on retienne. Il y a le 5 octobre, c'est la journée mondiale de la méningite. Et il y a pas mal d'activités qui vont être organisées autour de cela au niveau mondial. Et donc, nous, ce qu'on a concocté à notre niveau, on a créé pas mal de contenus de communication pour viser, disons, les populations africaines. Et donc, on a un dessin animé qu'on a réalisé avec une équipe locale, avec des personnages locaux qui nous ressemblent pour pouvoir sensibiliser les populations, les jeunes et surtout voilà, en milieu scolaire sur la méningite. C'est 7 épisodes et on va surtout le vulgariser pendant cette journée mondiale de la méningite qui sera le 5 octobre. Et donc voilà. Ouais. D'accord. Là, on voit les images à l'écran avec un petit garçon qui fait une grosse fièvre. C'est un petit garçon qui s'appelle Kolo. Il a eu une méningite quand il était petit. Et il en a été victime au point d'être amputé.
Et chacun des épisodes explique comment on attrape la méningite, comment on se protège, quels sont les symptômes, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on attrape une méningite. D'accord. Et aussi, parle aussi de vaccination, de sensibilisation. Donc, vraiment, toutes les thématiques autour de la méningite. Et ce dessin animé, il sera diffusé où, par quel canal, pour être sûr que la sensibilisation est efficace? Alors, dans un premier temps, il est disponible sur nos pages, sur notre site web, sur nos différentes pages. Et on espère pouvoir aussi le faire diffuser sur d'autres canaux, pourquoi pas, la RTI. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Il faut venir, hein? Voilà, c'est ça. D'accord, pour sensibiliser. Il est vraiment disponible. Puis... On l'a mis aussi à disposition des structures sanitaires et de l'éducation, s'ils veulent l'utiliser. Donc, on essaie de pousser aussi pour que le message passe auprès des populations. Lorsque nous, on fait des projets, on ajoute toujours un aspect sensibilisation. Et donc, ces outils-là vont nous être aussi très utiles dans C'est super important, effectivement. Voilà. J'allais poser une dernière question. Enfin, après, je ne sais pas si vous les avez, mais est-ce qu'on a des chiffres en matière de taux de contamination, de personnes guéries? Est-ce qu'on a... comme ça, est-ce que vous avez des chiffres en Côte d'Ivoire, hein, bien sûr? Alors, en Afrique, on parle de 14 000 cas par an. 14 000? Oui, ah ouais, c'est énorme quand même. On a 6% de mortalité. En Côte d'Ivoire, j'ai regardé les chiffres hier, juste en 2023, on parle de 67 cas, mais 10%. C'est en baisse? Ça a baissé parce qu'il y a eu quand même beaucoup de vaccinations. Et de vaccination. Voilà. Mais c'est une maladie qui est cyclique, donc il faut toujours rester en alerte. Vigilant et continuer la sensibilisation et la vaccination pour réduire le taux de contamination, on va dire ça comme ça. Ruth Alabé, un petit mot pour terminer cette émission. Bien, j'ai été ravie d'être sur ce plateau avec Fatih, également notre docteur, ce fut un plaisir. Et je veux parler d'un événement qu'on organise bientôt en collaboration avec Mission 2.0 pour les jeunes femmes. Donc nous attendons 50 participantes pour leur apprendre à écrire des CV et lettres de motivation engageantes. Ça, c'est bien, pour trouver du travail. Tout à fait. Parce qu'il y a des entreprises ici qui recherchent des talents, pas des CV. C'est ça, donc Ruth Alabé, on va retenir l'essentiel, comment rédiger des CV attractifs, comment être sûr de décrocher un boulot. Et ça, c'est super important pour la jeunesse ivoirienne parce qu'on a besoin d'être autonome et de pouvoir affirmer tous les dons, les talents que nous avons dans notre jeune société. Cette année, c'est l'année de la jeunesse et on ne doit pas rester derrière, comme on dit. Merci en tout cas, Dr Diallo, d'être venu sur notre plateau. Merci aussi à Ruth Alabé. On se donne rendez-vous demain pour terminer la semaine en beauté avec Allume la télé. Bonne soirée. Merci.